Bonjour les quatrièmes, on continue ce cours de géographie avec notre B, un espace écologique d'importance. Vous devez avoir pour ce cours deux documents, un en PDF, un en ODT. Donc c'est l'activité 2, l'histoire de Franck le Corail. Vous allez voir un petit peu qui est Franck. Euh, vous avez ceci en ODT aussi si vous souhaitez le faire sur l'ordinateur puis l'imprimer après, si vous pouvez l'imprimer encore une fois. Sinon, il n'y a pas de souci, vous avez vu que c'est un schéma relativement facile à faire. On fait des cartes mentales comme ça, on en a déjà fait comme ça en classe. Il vous suffira de la recopier à la main. C'est pas trop compliqué, hein, là honnêtement. Si on avait été en cours, je vous l'aurais fait faire à la main. Là, je vous donne juste un cadre pour que ça soit plus clair pour le distanciel. Allez, c'est parti, on commence le cours. Alors pour ce cours, on va donc s'intéresser au corail, mais pas que. À travers le corail, c'est l'océan, c'est la vie marine, c'est la mer qu'on va regarder, et le corail, la grande barrière de corail en particulier, est un exemple de tout cela. Alors ici, vous êtes face à une fiche informative sur la grande barrière de corail, qui se trouve donc sur les bords là de l'Australie. C'est une publication en ligne du gouvernement australien qui date de 2021. C'est comme sujet la grande barrière de corail, un espace de la vie marine hors du commun. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette fiche informative? Déjà, bon, bah, on a la location de la grande barrière de la localisation pardon, de la grande barrière de corail. On vous indique aussi la taille de cette grande barrière de corail, donc 344 400 km², 2300 km de long, ça fait 70 millions de terrains de football rassemblés. Cette grande barrière de corail dans l'eau, là, cet espace verdâtre, hachuré en vert, ça correspond à peu près à la taille de l'Italie, c'est même plus grand que l'Italie, que ça correspond à peu près au Japon ou à l'Allemagne ou à la Malaisie. Donc c'est un espace qui est quand même énorme. Dans cette grande barrière de corail, qu'est-ce qu'on peut trouver? Eh bien, déjà 3000 récifs coralliens, c'est normal, hein, c'est la barrière de corail, je vais y arriver. Vous pouvez trouver 600 îles continentales, donc des îles dans cette barrière, 1625 espèces de poissons, 130 variétés de requins et de raies mantas, et 600 types de coraux, mous ou durs. Donc vous avez une vie marine absolument extraordinaire dans cette grande barrière de corail. Alors du corail, ça ressemble à ça. C'est à la fois un végétal et à la fois un animal et à la fois une roche. C'est un peu un inclassable. C'est une photographie donc d'une variété de coraux. Là, vous avez plusieurs types de coraux. On est dans le récif corallien de Flynn, donc dans la barrière de corail. Cette photo a été prise par Toby Hudson en 2010 et elle a pour sujet le corail, un écosystème particulier. Donc autour du corail se développe tout un tas de choses, une vie marine animale, mais aussi une vie marine végétale. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors on va se demander pourquoi, déjà c'est la première question que vous êtes peut-être en train de vous poser, pourquoi est-ce que le prof d'histoire géo il est en train de nous parler de corail, quel est le rapport avec la géographie? Ben, vous allez voir que ça a un rapport direct avec la géographie et en fait avec les activités humaines également. Et là, on va regarder ça de manière, on va faire un peu de géostratégie. À quoi ça sert? À quoi ça sert finalement l'écosystème? À quoi ça sert de préserver l'écologie? On a déjà fait de la géostratégie sans que vous vous en rendiez compte le cours précédent en analysant les différents points stratégiques sur Terre des passages marins et océaniques. Là, on va continuer de faire ça, on va continuer de faire ça pendant tout ce thème de géographie, donc de la géostratégie, et maintenant on va savoir un petit peu à quoi ça sert tout ça. Donc c'est notre B, un espace écologique d'importance. Pourquoi les mers et océans sont aussi une importance écologique? Donc vous mettez sur pause pour pouvoir écrire ce titre et cette question, et on passe à la suite. Alors la première chose qu'on va regarder, c'est cet extrait d'article en ligne de Françoise Gale pour le journal Le Monde. L'article en complet s'appelle Quels sont les liens entre l'océan et le climat? Et on est le 5 juin 2015. Donc l'océan, régulateur du climat.
L'océan est le régulateur du climat mondial grâce à ses échanges continuels avec l'atmosphère, qu'ils soient radiatifs, mécaniques et gazeux. Il absorbe, stocke et transporte dans son mouvement la chaleur du soleil en affectant la température et la circulation de l'atmosphère. Sa capacité à stocker la chaleur est bien plus efficace que celle des continents ou de l'atmosphère. On ne sait pas assez que chaque jour, les océans absorbent un quart du CO2 produit par l'homme. Alors qu'est-ce qui nous explique cet article concrètement? Première chose, c'est qu'il y a un lien très clair entre l'air, l'atmosphère et l'océan. Ce qui est produit dans l'air, ce qui se trouve dans l'atmosphère, ce qui se trouve dans l'air se répercute directement sur l'océan. L'océan va plus ou moins avaler l'air, l'atmosphère qui se trouve autour d'elle. Elle est aussi affectée par tout ce qu'il y a d'extérieur, donc le soleil. Le soleil affecte directement la température de l'océan. Le soleil affecte tout ça, et vous avez aussi le CO2, donc tout ce qui est produit en CO2 est absorbé en partie par l'océan. Donc là, on vous dit que un quart du CO2 produit par l'homme est absorbé par l'océan. Ça pose du coup des questions de pollution. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on pollue, à chaque fois qu'on pollue l'air et qu'on crée du CO2 en plus, eh bien, on pollue également les océans de manière indirecte, sans polluer forcément directement les océans, mais une usine qui fonctionne, qui recrache beaucoup de CO2, eh bien, elle va aussi avoir un impact sur l'océan, parce que l'océan absorbe le CO2, parce que on va avoir un phénomène de réchauffement climatique, et que ce réchauffement, eh bien, il va aussi toucher les océans. Alors maintenant, on va regarder un petit peu l'histoire de Franck Le Corail. Franck Le Corail, hein, c'est en rapport avec la vidéo que vous allez voir juste après. Donc, si vous pouvez imprimer l'activité, vous la collez, vous ne la pliez pas parce que ça ne sera pas très pratique, et vous allez remplir directement sur la fiche. Si vous ne pouvez pas coller l'activité, eh bien simplement mettez-vous l'activité 2 en face de vous, recopiez le schéma que vous avez en face de vous, la carte mentale, et vous n'aurez plus qu'à compléter vous aussi. Alors comme je l'ai dit, on va d'abord voir une vidéo qui va vous montrer l'histoire de Franck Le Corail. Donc c'est pas moi qui ai eu toute cette idée, c'est la vidéo, c'est les auteurs de la vidéo que vous allez voir. Donc ça vous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe autour du corail et quels sont les dangers pour les coraux. Et on verra ensuite un peu plus tard l'activité, on va remplir l'activité pour remplir tout ça. Voici Franck. Franck est un corail de 400 ans qui vit sur la grande barrière de corail. Il est si vieux qu'il est entouré de ses arrière-petits-enfants. Mais qu'est-ce qu'un corail exactement? Les coraux comme Franck sont à la fois un animal, un végétal et un minéral. Les animaux formant le corail sont semblables à une méduse et comme elle, ils possèdent des tentacules urticantes dont ils se servent pour attaquer des proies. La principale différence entre une méduse et un corail est que celui-ci peut produire un squelette calcaire, déposé couche après couche pendant de très nombreuses années. Mais les coraux comme Franck sont bien plus que cela. Ce sont des animaux à énergie solaire. À la place de nos panneaux photovoltaïques, les coraux renferment dans leur structure des algues microscopiques qui recueillent l'énergie solaire et produisent des sucres qui nourrissent le corail. En échange, le corail fournit un habitat sûr et de la nourriture à ses hôtes. Ces algues donnent leur couleur aux coraux. Sans elles, le corail devient transparent et apparaît blanc car il révèle son squelette calcaire. La relation entre un corail et ses algues est si importante que sans elles, les récifs coralliens n'existeraient pas. Mais revenons à Franck. Ce gars-là a vécu. Il était déjà un gros corail lorsque le capitaine James Cook est passé par son récif en 1770.
Pendant ses 400 ans de vie, Franck a vu l'océan changer et pas de manière favorable. Il a remarqué que l'océan devenait progressivement plus chaud, plus sale et plus acide, surtout depuis le siècle dernier. Franck est massif et robuste. Il s'en est tiré sans gros problème. Mais les choses ont commencé à devenir sérieusement dangereuses en 1998, avec le premier blanchissement corallien majeur sur la Grande Barrière de Corail. Les épisodes de blanchissement deviennent de plus en plus fréquents du fait du réchauffement océanique engendré par nos émissions de gaz à effet de serre. Des océans plus chauds, associés aux épisodes El Niño, provoquent des pics de température fatales qui dépassent le seuil de tolérance des coraux. Si la température reste trop élevée pendant trop longtemps, les coraux attrapent un coup de chaud et expulsent les algues dont ils dépendent pour se nourrir et blanchissent. Si la tendance ne s'inverse pas rapidement, ils mourront littéralement de faim. Franck a survécu aux 2 premiers épisodes de blanchissement corallien, ce qui n'est pas le cas de tous. Mais globalement, la Grande Barrière de Corail a réussi à résister. Par contre, la situation a empiré en 2016. Le pic de température causé par un fort épisode El Niño a été si extrême qu'il a provoqué le blanchissement de toute la partie nord de la Grande Barrière de Corail, y compris de Franck. Il a tenté de se défendre et de résister, mais la température était trop élevée. Franck est mort. Et maintenant, il ne reste plus de lui qu'un squelette blanc. Le récif jadis prospère et incroyablement coloré est devenu un paysage de mort inquiétant. Y a-t-il un avenir pour les arrière-petits-enfants de Franck ? La Grande Barrière de Corail va-t-elle rebondir ? Peut-être. Si nous sommes chanceux, elle y parviendra. Mais les scientifiques prédisent que si le réchauffement océanique se poursuit, les pics mortels de température, comme celui qui a tué Franck, deviendront la norme d'ici le milieu du siècle. Et le récif n'aura pas le temps de récupérer entre chaque épisode. Donc vous devez normalement avoir vu l'activité sur Franck le Corail. Donc on va d'abord chercher à savoir quels sont les dangers pour Franck, c'est surtout ça qu'on voit dans la vidéo. Ce sont les dangers pour le corail. Vous avez compris que le corail est menacé à cause des changements climatiques, mais aussi à cause de la pollution de l'eau et des activités humaines. Donc la première chose qui menace Franck, c'est le réchauffement climatique. Donc vous allez remplir cette première bulle ici. Donc je mets en gras pour que vous voyez bien ce que vous devez remplir. Et le réchauffement climatique, il a un impact, c'est pour ça qu'on a une petite flèche ici, il a un impact sur le réchauffement des océans. Ce qu'on a vu également avec le texte. Ensuite, il y a une troisième chose qui va impacter, qui va mettre en danger le corail, c'est la pollution des eaux. Donc c'est ce qu'on va mettre ici. Donc vous avez bien compris que le corail c'est un organisme vivant, à la fois végétal, à la fois animal et à la fois roche, et que cet organisme, eh bien, il est très sensible, il est sensible au changement climatique, il est sensible à la pollution. Il va d'abord blanchir, donc quand il blanchit c'est comme s'il était malade, hein. Il va blanchir et une fois qu'il a trop blanchi, une fois qu'il a été trop atteint, comme une personne malade qu'on ne pourrait pas soigner, malheureusement il va mourir. Avant de passer à la suite, on va copier la trace écrite qui nous résume ce qu'on vient de voir au début. Le changement climatique et la pollution a aussi un impact sur les mers et océans. Ils absorbent un quart du CO2 produit par l'homme et se réchauffent. Le réchauffement des océans depuis plusieurs années risque, par exemple, de faire disparaître entièrement la Grande Barrière de Corail. Donc on a un intérêt à préserver tout ça, à faire attention au niveau de la pollution et donc à réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Mais aussi on voit qu'on a une urgence quand même, puisque on a potentiellement la disparition de grands événements, de grands écosystèmes comme ça naturels. Alors maintenant on va voir une seconde vidéo, vous allez voir une seconde vidéo, l'importance des récifs coralliens. Donc vous avez bien vu là d'ailleurs au niveau de l'orthographe corallien, c'est deux L. Euh, donc vous allez voir maintenant un petit peu à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on préserve les coraux, quel est l'intérêt des coraux pour l'écosystème de manière générale, mais aussi pour l'homme. 2000 km. C'est la longueur sur laquelle s'étend la grande barrière de corail en Australie. C'est grand, mais pourtant, l'ensemble des récifs coralliens du monde ne couvre que 0,1% de la surface du fond océanique. Alors pourquoi faire une vidéo sur un écosystème aussi petit? Eh bien parfois la taille n'a rien à voir avec l'importance de l'écosystème. En effet, on y rencontre 25% des espèces marines connues, dont certaines nourrissent des millions de gens. On estime qu'un seul kilomètre carré de récif tropical contient en moyenne plus d'espèces qu'on en trouve sur tout le littoral européen. En plus d'être des creusets de biodiversité, ils représentent aussi des protections côtières naturelles capables d'atténuer jusqu'à 97% de l'énergie des vagues et 84% de leur hauteur. Ainsi, la mort du corail dans certaines îles du Pacifique à la suite d'un épisode de blanchissement entre 2015 et 2017 a été suivi par un doublement de la puissance des vagues atteignant la côte, entraînant une érosion dramatique du littoral. Et ce n'est pas tout. Au moins 30 millions de personnes en dépendent directement sur les littoraux et dans les communautés insulaires où ils fournissent l'essentiel de la production alimentaire, des revenus et des moyens de subsistance. La perte des récifs coralliens risque de faire chuter des populations de poissons et d'avoir des conséquences sur l'alimentation, la santé et la subsistance de nombreux habitants des régions côtières. La pêche dans les récifs génère à l'échelle planétaire jusqu'à 6 millions d'emplois et plus de 6 milliards de dollars de recettes. Environ 30% des récifs coralliens de la planète jouent un rôle central pour le tourisme qui génère pour sa part jusqu'à 36 milliards de dollars chaque année. Donc maintenant vous devez avoir vu la deuxième vidéo, ça va nous permettre de remplir toute cette seconde partie. Alors déjà, un des dangers pour Franck, dont on ne parle pas forcément dans la première vidéo, c'est la question de la pêche, la surpêche et des techniques de pêche qui sont utilisées. Alors donc on va marquer, s'il veut bien, voilà, surpêche et techniques de pêche destructrices. Alors, quels sont les problèmes de ces techniques de pêche? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des techniques de pêche qui vont consister à récupérer le plus de poissons possible, le plus rapidement possible. Et pour ces techniques de pêche, on fait vraiment à l'arrache, on fait ce qui fonctionne, ce qui marche. Alors, une des techniques, par exemple, c'est de électrocuter la zone. Donc, on va balancer un grand coup d'électricité dans l'eau. Évidemment, ça va tuer absolument tous les poissons qui se trouvent dans le coin. Et en tuant tous les poissons, on ramasse ensuite au filet tranquillement. Ces techniques sont absolument mortelles parce que vous tuez absolument tout ce qui se trouve. Même des poissons qui sont pas utiles pour la pêche, qui sont tellement petits qu'on va pas pouvoir manger, ça va tuer d'autres espèces, ça va endommager le corail. Donc voilà, ça c'est une technique de pêche qui est destructrice. Une autre technique qui peut être destructrice, c'est l'utilisation de filets qui vont racler le fond. C'est-à-dire qu'on va partir d'un énorme chalutier, d'un gros bateau, on va balancer un filet de pêche qui va aller jusqu'au fond des sols et qui va racler tout le fond des sols et on va récupérer le filet, ensuite on va remonter le filet. Évidemment, quand vous utilisez cette technique, vous bousillez absolument tout sur votre passage, vous allez racler, vous allez détruire tous les coraux qui passent sur le coin. Donc vous avez des techniques de pêche qui peuvent être destructrices, et la surpêche, c'est aussi un problème, puisque vous allez pêcher trop de poissons, vous allez détruire l'écosystème qui se trouve autour de notre corail, et ce corail, il en a besoin, c'est une relation des deux côtés. Donc voilà, quand vous abusez de la pêche et des techniques de pêche, vous mettez le corail et l'écosystème de manière générale en danger. Alors maintenant, on va voir ce que fait Franck tous les jours
pour vous sans même que vous le sachiez. Alors la première chose, c'est que Franck participe à la biodiversité de la vie marine. Donc c'est ce qu'on va marquer ici. Alors, la biodiversité de la vie marine, qu'est-ce que c'est? C'est les différentes espèces animales qu'on voit par exemple, qu'on a vu sur la fiche indicative, donc les centaines et centaines de poissons différents, de requins, etc., etc. C'est un trésor de la biodiversité marine. Et alors, quelle est l'utilité de cette biodiversité de la vie marine? Parce que on a qui s'en foutent, on s'en fout, oui, il y a des poissons, et alors? Eh bien, ces poissons, il y a des gens qui sont prêts à payer pour les voir. Ce sont des touristes, parce que ça donne un paysage magnifique, parce que vous avez une faune et une flore absolument extraordinaires, et donc vous avez des gens qui sont prêts à venir pour voir tout ça, prendre des photos, faire de la plongée sous-marine à côté, etc. Et donc ici, ce qu'on va remplir, c'est que cette biodiversité attire donc des millions de touristes tous les ans, hein. Vous avez des touristes qui viennent pour voir la grande barrière de corail, et ces touristes, eh bien, ils sont générateurs de deux choses. Un, de la richesse, puisqu'ils vont dépenser de l'argent dans le coin pour faire la plongée, mais aussi ensuite, ce sont des touristes, donc ils vont à l'hôtel, ils vont au restaurant, etc., ils consomment. Et les activités touristiques, ça on l'a déjà vu, hein, tout ce qui est lié au tourisme, elles sont également créatrices d'emplois. Donc on a une biodiversité marine qui a une utilité écologique, mais aussi qui a une utilité humaine, parce que ça représente énormément d'argent, tout ça, je crois qu'il parle de 36 milliards de dollars dans la vidéo, donc voilà, vous avez une activité humaine qui est liée à cette préservation écologique. Ça, c'est le côté géostratégique. Ensuite, donc, on a vu que Franck nourrit des centaines d'espèces de poissons. Donc, ces centaines d'espèces de poissons, encore une fois, on pourrait se dire, oui, on s'en fout des poissons. Oui, mais ces poissons nourrissent des humains à leur tour. Et vous avez vu dans la vidéo, il dit près de 30 millions d'humains sont dépendants de cette nourriture. Il faut se dire aussi que la pêche, c'est une activité qui est essentielle parce qu'il y a en plus d'humains sur Terre, et donc on va avoir besoin de cette nourriture-là, de cette nourriture en abondance que sont les poissons. Donc cette activité aussi, la pêche, lorsqu'elle n'est pas, même quand elle est utilisée en surpêche, ça fournit de l'emploi et ça fournit de la richesse également. Donc encore une fois, on a un intérêt économique vraiment à préserver l'écologie. On préserve l'environnement, on préserve cet écosystème et on en fait un avantage pour les humains. Donc c'est un intérêt stratégique, géographique, de préserver ces coraux, préserver Franck. Alors Franck, c'est également une protection naturelle, vous l'avez vu, contre les vagues. Et donc là je l'ai mis avec beaucoup d'ironie, mais Franck et ses amis protègent gratuitement contre l'érosion, donc les côtes de l'érosion. Alors je mets avec beaucoup d'ironie, et en même temps pas tant que ça, puisque là vous avez en fait une barrière naturelle. Si on veut vraiment faire une barrière naturelle, une protection, si on veut avoir une protection contre les vagues, on est obligé de construire des digues, et une digue, par définition, ça coûte cher. Donc cette barrière naturelle qui est le corail, qui va bloquer les vagues, qui va réduire la puissance des vagues, c'est une protection naturelle et gratuite des côtes face à l'érosion. Donc là, vous avez encore une fois un intérêt géo-économique à tout ça, à la préservation du corail.
Donc voilà, même si vous êtes un sceptique et que vous foutez de l'écologie, préservez Franck le Corail pour l'argent. Voilà, c'est le message très clair de cette vidéo. Non mais sans rire, vraiment, vous avez donc ce côté géostratégique avec un corail, un élément pardon, de l'écosystème naturel qui doit être préservé parce que c'est un intérêt donc écologique, mais c'est aussi un intérêt humain pour les humains. Un autre intérêt d'ailleurs que je n'ai pas mis parce que je vais pas tout mettre, mais c'est un intérêt aussi scientifique. La barrière de corail, c'est quelque chose qui est énormément regardé par les scientifiques parce que vous avez une concentration de différentes espèces de poissons, de requins, de choses comme ça différentes. Et donc c'est un terrain d'étude absolument extraordinaire pour la science. Les scientifiques ils viennent conduire des expériences, on va regarder comment est le corail, comment est la faune, comment est la flore, et ça contribue également au prestige scientifique du pays qui possède plus ou moins cette barrière, qui est l'Australie. Donc voilà, c'est un intérêt scientifique aussi qui est là avec le corail. On va écrire la dernière trace écrite de ce cours et de ce court chapitre de géographie. La destruction des récifs coralliens a un impact sur la vie marine, mais aussi sur les activités humaines. De très nombreuses espèces de poissons vivent grâce aux coraux, et ces mêmes poissons font également vivre les hommes grâce à la pêche. Il est donc important de préserver les mers et océans. Et vous pouvez mettre, d'ailleurs je ne l'ai pas mis, mais vous pouvez mettre entre parenthèses, voir activité 2. Donc je vous laisse mettre sur pause cette trace écrite pour pouvoir l'écrire tranquillement sur votre cahier. Et on en a fini avec ce cours. On passera ensuite à un autre chapitre de géographie. On restera sur de la géographie, donc, et cette fois-ci, on va s'intéresser aux États-Unis.